c'était pas ennuyeux, hein, ma jeunesse. Ouais, ouais. Après avoir attendu le tout dernier moment en fuyant l'avancée des troupes allemandes, Aline et sa mère Marie rejoignent finalement Auguste, en poste à Bordeaux depuis septembre 1939. C'est la fin du mois de mai 1940. Ils logent chez des gens charmants et Aline découvre Bordeaux avec fascination. Mais cette accalmie sera de courte durée. On a trouvé un logement facilement. Mon père était bien vu parce qu'il parlait français. Et là, la femme du propriétaire, elle insistait, il faut qu'elle aille à l'école, il faut qu'elle aille à l'école. Et l'école n'était pas tout près, il aurait fallu que je marche. Oh, c'était loin. Alors j'ai dit, attends, ils ne savent bien pas que je suis là, laisse-moi tranquille. Oui, alors là, je t'ai bien dit que j'étais avec ma mère faire les courses. On était français, on était au plein centre de Bordeaux. Et je dis à ma mère, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un motard avec un par-dessus jusqu'au suie, habillé tout en vert. Les Allemands étaient habillés en vert foncé. Tu avais jamais vu un Allemand en uniforme? L'uniforme était toujours vert. Et je dis, maman, regarde voir, qu'est-ce que c'est ça? Je vois cet Allemand-là. Il est descendu d'une moto et il allait dans un bureau de tabac. Et là, j'étais tellement intriguée, qu'est-ce qu'il va acheter au bureau de tabac? Il est sorti avec une carte routière. Il est remonté sur sa moto, il est parti. Je lui dis, maman, qu'est-ce que c'est ça? Elle regarde et puis elle fait, oh Jesus Maria, comment qu'il aime. Oh yes, ça c'est un Prussien. Elle dit, viens, on est au centre-ville, hein. Viens, on rentre au plus vite. Elle dit, viens, on va prendre le tramway, on va au tramway. Les tramways étaient bondés, parce que les gens qui les voyaient, tout le monde est parti chez soi. Ils ont vidé le centre-ville, ils se sont dit qu'il n'y a rien de bon en route. Et il y avait des voitures, des camions allemands avec des militaires dedans. Et les Allemands avec leurs casques, assis face à face, comme ça, et entre les genoux, leurs fusils. Alors, ils avaient les mains sur le fusil, le menton sur les mains, et ils regardaient, mais ils avaient autant peur que nous. Ils nous regardaient avec méfiance, et nous, on avait peur d'eux. On ne savait pas la réaction, hein. S'ils allaient tirer dans la foule ou non, on ne sait jamais. D'un coup, quand nous on est arrivés, tous les volets étaient fermés, tout était fermé, tu ne voyais plus de civils. Tout le monde s'est mis à l'intérieur, quoi. Et les Allemands qui défilaient, ils n'étaient pas tranquilles, hein. Ils étaient prêts à tirer, à attaquer. Et là, on a entendu, là, quand on est rentré en catastrophe là, à la maison, au poste, ils ont dit que le gouvernement français n'est plus à Paris, il s'est installé à Bordeaux. Le gouvernement quitte Paris pour Tours le 12 juin, puis déménage à Bordeaux le 14. Pour la troisième fois de son histoire, Bordeaux devient capitale de la France. Dans la soirée du 16 juin, Paul Reynaud présente sa démission. Le président Lebrun nomme Philippe Pétain chef du gouvernement de la Troisième République. Ironie du sort, c'est à Bordeaux que s'était réunie la première assemblée de la Troisième République, en 1871. Alors les Allemands ont commencé à occuper Bordeaux, ils se sont installés, ils ont pris les rênes, tu sais, les commandes. Les Français, ils étaient éberlus, ils ont cédé la place. Qu'est-ce que tu veux faire quand quelqu'un entre armé? L'armistice, signé le 22 juin, stipule que la souveraineté française s'exerce sur l'ensemble du territoire, y compris la zone occupée, l'Alsace et le département de la Moselle. Et d'autre part, l'article 16 précise que le gouvernement français procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés. Mais l'Allemagne a un tout autre plan. Une partie du Nord sera rattachée au gouvernement militaire de Belgique. Bien sûr, l'Alsace et la Moselle seront annexées comme en 1871, et la façade maritime ouest interdite d'accès. Mais surtout, une zone est réservée à un futur peuplement allemand. Ça a été rapide.
Ça, je comprends, c'est maintenant que j'ai compris par la suite. Ça ne durait pas longtemps, on a été rapatriés. Mais les Allemands avaient besoin des ateliers. Les ateliers étaient vides. Et c'est pour ça qu'on a été rapatriés en vitesse. Alors il y avait des copains de mon père qui ont dit nous on reste ici. Il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont dit on reste et toi tu peux rester. Les Alsaciens et les Mosellans souffrent du mal du pays. Nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas bien le français et sont considérés comme des boches par les Français de l'intérieur. Après l'armistice, ils reviennent au pays, dans ce qu'ils considèrent à tort comme un territoire occupé par l'Allemagne. En fait, ils rentrent en Allemagne. Comment auraient-ils pu prédire ce que l'administration allemande allait leur réserver? Pourquoi ne pas préférer rentrer chez soi plutôt que vivre comme un réfugié? Mon père, il a dit « Moi, j'ai rien ici. Et puis, tant qu'on ne m'embête pas, de toute manière, je travaille pour les Allemands, que je sois à Bordeaux ou que je sois chez moi. Moi, je rentre. » Alors, nous, on était le premier convoi de Bordeaux qui est rentré à cause des ateliers. Cependant, tous ne reviennent pas. En novembre 1940, les Allemands comptent 183 041 rapatriés. De 7 000 à 20 000 personnes sont refoulées au tri de Saint-Dizier car jugées trop francophiles ou insuffisamment aryennes. Il manque 120 000 Mosellans à l'appel. Sont-ils restés en France libre en attendant des jours meilleurs? Sont-ils plus lucides? Saint-Dizier, le train s'est arrêté. Je ne sais pas combien de temps, mais c'était plus qu'une journée. Jusqu'ils ont tous les papiers, jusqu'ils ont tous, ils disaient toujours Arish. Alors ils ont fait le tri de l'ascendance, pas nous on était la descendance. Et s'ils ont trouvé quelque chose de suspect, ils ont mis les gens de côté. Et nous, on a pu remonter directement dans le train et on est directement revenu donc ici. Mais je sais qu'on a débarqué à la Cité. Mais il y avait encore très peu. Si, il y avait des gens à Yutz, mais c'était des gens qui n'ont pas été évacués, qui sont restés. Oh, il y avait, c'était rudimentaire, c'était lugubre, personne dans les rues. Et puis là, je te dis, on est venu, on s'est regardé. Je sais, ma mère, elle a pleuré. Elle chantait toujours en allemand à Bordeaux. Je vais à pied à Bassus, je retourne. Parce que les Bordelais, ils étaient pas, on était mal vus. On était de l'Est, on était des Boches. Mon père, il parlait français, il était toléré. Mais les autres qui parlaient que l'allemand, qui ne comprenaient pas le français, c'était la catastrophe. Le contrôle politique de la population et l'organisation de la terreur par le parti nazi NSDAP fonctionnaient grâce à la création d'une administration parallèle avec un découpage territorial différent. Ainsi est créé le Westmark, comprenant la Sarre, le Palatinat et la Moselle. Son siège est à Saarbrück et il est dirigé par le Gauleiter Joseph Bürkel. Sa mission est de germaniser la Moselle en 10 ans. La langue française est interdite et tout sentiment pro-français est réprimé. Oui, alors arrivé ici, oh ben, la vie était déjà organisée. Tu sais que les Allemands, ils étaient très organisés. L'atelier s'est remis à marcher comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Ça marchait comme sur des roulettes. Et les enfants à l'école allemande. Et à l'école allemande, ben, au début, on n'avait pas de problème, parce qu'il y avait déjà une sélection pour l'entrée en Lorraine, quoi. Et après, au fur et à mesure, ils ont pris des gens, mais moi je soupçonne, ça c'était pas des gens des ateliers, c'était des gens qui sont restés à Yutz. Et là, ils ont fait le tri encore, tu sais, des gens d'ici. 24 000 personnes jugées indésirables dans le nouveau peuple allemand purifié seront expulsées. Joseph Bürkel proclame « De même que le Reich a rapatrié ses enfants allemands, de même la France va rapatrier tous ceux qui se sont confessés français. Cette décision, nous la respectons. C'est la décision des hommes de caractère qui tirent les conséquences nécessaires de leurs convictions nationales. Tout devra s'accomplir dans des conditions dignes de ces Français. » La réalité est toute différente. Odette André a 17 ans en 1940. Elle habite Metz et tient un journal dans lequel elle relate la journée du 21 novembre. À 8 h du matin, avec mes parents, nous avons été expulsés de chez nous en un quart d'heure.
Après, nous nous retrouvons sur le trottoir avec une valise et un sac de linge et vêtements pour toute fortune. On nous a fait monter dans un bus où de nombreux voisins se tenaient déjà. En gare de Metz, les locomotives étaient placées en direction de la France. C'était un grand soulagement pour nous. Il y avait 11 trains de 30 wagons chacun. Nous avons voyagé dans des wagons en bois, sans couloir, ni chauffage, ni éclairage, ni toilette. Nous étions gardés par des soldats allemands en armes qui souvent aux arrêts venaient nous inspecter. Oui, mais c'était pas calme pendant les 4 ans. Ils ont fait l'épuration, tu vois. Ils ont trié, ils ont observé les gens, observé comment ils vivent, comment que il y en a qui carrément les ont combattus. 70 000 Mosellans supplémentaires sont expulsés en novembre. Il n'y a personne qui parlait français. Oui, parce que les Allemands, la majorité des Allemands, si tu fais bien attention, ils ne parlent pas, comme ils disaient, mir reden nicht nur der Schrift. Tu comprends? On ne parle pas comme c'est écrit en un autre patois. Alors c'était facile, ils comprenaient. Hein. Ils comprenaient, si. Mon père, il n'a pas été accommodé de ce côté-là, puisque mon père était déjà enregistré. Venant de Bordeaux, il y avait déjà la sélection à Saint-Dizier. Et là, mon oncle aurait dû signer qu'il serait un bon citoyen allemand. Et il a dit, je ne signe pas. Il l'a gardé jusqu'au soir. Là, lui, il n'a pas signé, et ben, tout de suite on lui a dit qu'il va en formation en Allemagne. Il a été muté en Allemagne, jamais emprisonné, jamais incommodé, mais il a été envoyé dans une famille allemande à Pirmasens. Il est revenu. Il était tellement bien là, il a dit qu'ils n'avaient pas d'enfants, les gens ils étaient déjà d'un certain âge. Il a dit, elle me garde comme si c'était ma mère. Il n'a pas souffert là, il était vraiment bien. Les gens chez lesquels il était hébergé ont dû signer comment ils se comportaient et comme il s'entendait bien avec eux, c'était favorable, il a pu revenir. C'était un citoyen allemand quoi. Et si tu faisais rien de répréhensible, que tu vivais normalement, que tu te rebiffais pas, que tu parlais pas contre eux, oh ben, tu étais accepté. Chez les sœurs, quand tu rentrais par la porte de l'école, la sœur elle était au pupitre, les élèves étaient là. On rentrait là, il fallait dire lui soit Jésus-Christ, bonjour ma sœur, voici mes mains, voici mon mouchoir. Et quand tu le disais pas, j'ai dit flûte, alors répétez ça tous les jours et on en ras-le-bol. Alors je suis rentrée et j'ai dit bonjour ma sœur, tu restes là. Bon, alors tant que tu n'auras pas dit ce que tu as à dire, tu ne bougeras pas. Oh, j'étais longtemps debout, je crois que toute la classe a passé. Et puis j'étais fatiguée d'être debout, alors finalement je l'ai dit, loué soit Jésus-Christ, bonjour ma soeur, voici mes mains, voici mon mouchoir. Alors elle a dit, ça n'a pas pu venir avant? C'était des vrais tyrans. Fallait aller à la messe, quand tu n'allais pas à la messe, pourquoi tu vas pas à la messe? À la messe le matin, avant l'école. À 7h à la messe. Et alors la messe était finie à 8h moins le quart. De 8h moins le quart, tu allais à l'école. À l'école, loué soit Jésus-Christ. Et puis tu te mettais à la place. La première chose, qui n'a pas été à la messe? S'il y en avait une qui n'a pas été, il a fallu qu'elle montre ses doigts avec le bâton des coups dessus. Tous les matins, dès que la classe commençait, il fallait que je me lève et que je récite toutes les leçons qu'on avait à apprendre. Et heureusement que j'avais une bonne mémoire. Alors quand j'avais fini, je sentais qu'elle me regardait tout le temps, elle ne me quittait pas des yeux. J'avais des fois envie de pleurer. Et tous les jours. Alors j'ai dit à ma mère, je ne comprends pas pourquoi que ça tombe sur moi. Et il y avait une avec moi à l'école du Cul-de-Sac, elle est aussi de morte. Elle avait toujours des bonnes notes. Elle n'était pas plus calée que moi. Ma mère, elle connaissait sa mère. Alors elle a dit, mais comment ça se fait que Anne, qu'elle s'appelait elle, Anna, elle a toujours des bonnes notes
Et puis, moi, j'ai des mauvaises notes. Alors, elle a dit, c'est simple, t'as qu'à donner des cadeaux à la sœur et elle aura aussi des bonnes notes. Et moi, j'en ai jamais donné. Les sœurs ont fait vœu de pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne? Alors, elles avaient des bonbonnières, elles avaient... enfin, pas toutes, il y en a qui ont refusé. Un jour, donc après la guerre, on est allé se promener, il y avait des marronniers sur la rue nationale. Nous, on est allé en ville et la sœur, elle est venue de la ville avec deux autres sœurs. Alors, moi, j'étais avec la Anna, mais j'étais encore avec deux autres de Yutz encore. Et puis, oh, la sœur Sébastien, oh, la sœur, ils ont traversé la rue, on va lui dire bonjour. Alors, il m'a dit, tu viens aussi? J'ai dit, non, moi, je ne viens pas. Je ne vois pas pourquoi j'irai la saluer. Et j'ai attendu, et elle m'a fixé du regard. Tout le monde est allé. Moi, je l'ai regardé, mais je ne suis pas allée. J'ai pensé, ça, c'est ma revanche, je ne te salue pas. Ouais. Alors les maîtres changeaient souvent, il y avait des maîtresses, il y avait des maîtres, il y avait des maîtresses qui étaient très très fanatiques. Il y en avait une entre autres, elle était encore jeune, elle n'avait pas 30 ans, on l'avait dans les 20, elle rigolait pas. Il fallait faire le salut Hitler, du Hitler le matin en arrivant. Elle a dit, vous savez pas ce que le Hitler, le Führer, il a fait de bien pour nous. Nous, les Allemands, qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous avez vécu en France, wie Gott in Frankreich, comme on disait toujours. Mais nous, c'était pas le cas. On était des chômeurs, on n'avait pas de quoi manger. C'était dur comme tout. Et Hitler est venu, il a rassemblé, il a donné du travail et du pain à tout le monde. Et il a mis de l'ordre dans le pays. Alors moi, je lui dois beaucoup, qu'elle a dit, et moi je le vénère. Elle avait, je ne sais plus quel âge, et elle a dit, j'ai même offert un enfant au Führer. J'étais enceinte et j'ai offert l'enfant au Führer pour qu'il ait des soldats, pour répandre l'ordre dans le monde entier, tu vois, une fanatique. Après, j'ai eu une autre institutrice, mais celle-là, elle avait déjà la cinquantaine. Elle a dit, mes pauvres enfants, qu'est-ce que vous avez? Parce qu'on était 40 dans la classe, toujours. Alors, il y en a qui chahutaient, qui... enfin, il y avait des maîtres ils auraient pu dénoncer aussi, ils n'ont rien dit. Ils faisaient le sage, ils ont sagé et tout, ils ont été punis par la maîtresse. Écrire 50 fois, je dois me comporter comme il faut. Mais c'était pas encore sur le plan politique. Alors cette dame-là, elle était gentille. Et un jour, elle s'est mise au pupitre et elle a dit, comme l'autre, vous ne savez pas ce que c'est quand vous n'avez pas de quoi manger, quand votre père n'a pas de pain et pas de travail. Vous êtes content quand quelqu'un vient, mais de l'ordre vous donne de travail. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne l'avez pas vécu. Je te l'ai raconté, l'histoire des salauds. Je ne l'ai pas raconté. Alors, il y avait la moitié de la classe. Bien sûr, nous, on ne parlait pas bien français, pas bien allemand, on parlait que français. Alors, la récréation, c'était en français. Alors, les Allemands, quand ils entendaient, ils ont hurlé « Wir sprechen Deutsch » qu'ils ont hurlé dans la cour de récréation. Mais on ne parlait pas tellement fort, ils n'entendaient pas, on parlait français. Et il y en a une grande schneuse, mais elle n'était pas très calée à l'école, elle a nettoyé les wagons du chemin de fer à la brosse après. Le maître, c'était le maître avec le pinceau là sur le chapeau, il était un peu naïf, mais il n'était pas bête dans la naïveté, hein. Alors, un jour, il nous donne aussi à écrire, et moi ça ne me dérange pas hein, que j'écrive ou que je fais, ça je m'en fous. Et alors elle a dit, oh, le salaud qu'elle fait. Et lui, il a entendu. Alors, il a dit, toi, lève-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Alors, elle le regarde, mais elle a quand même eu peur. Et elle n'a pas répondu. Alors, il a dit, tu as dit salaud, en allemand. Hein. Du hast gesagt salaud. Was will das heißen? Alors, elle a dit,
will heißen, du bist brav, du hast gut gearbeitet, du hast rien que des éloges, qu'elle a dit. Et puis, ach so, qu'il a dit, ach so, setz dich. Il a fait la classe comme si de rien n'était. Quand la classe était terminée, nous, on pouvait aller à la maison. Il a dit, du bleibst hier. Nous, on s'est regardé, on a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand ils étaient en colère, les Allemands, ils s'y mettaient. Hein. Et on n'est pas allé à la maison, on est resté dans la cour de l'école. On s'est dit, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va la frapper? Qu'est-ce qu'il va faire? Et non, il ne l'a pas frappée. Au bout d'un quart d'heure, elle est sortie. Alors elle a dit, il m'a demandé à laver le tableau, à nettoyer autour, à balayer, enfin à faire de menus travaux de rangement. Et quand elle avait terminé, alors là, elle a rigolé, mais avant, elle ne rigolait pas. Alors il a dit, so, je suis contente de toi, maintenant tu es aussi un salaud. Alors avec les Allemands, il fallait toujours dire Heil Hitler. Alors, bon, il y en a chez qui ça passait, il y en a chez qui ça passait pas. Alors il y avait une là, elle demandait si j'allais à la réunion hitlérienne. J'ai dit non, je ne peux pas, j'ai ma maman malade. Celle qui commandait, elle était plus âgée que moi, c'était une Niçoise aussi. Elle a dit, écoute, moi je dis que tu étais malade, et puis c'est bon. Elle m'en a pas voulu, tu vois. Alors moi je lui ai demandé un jour, mais pourquoi que toi tu vas avec eux? Alors elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi, tes parents, ils ont une maison, ton père a du travail, le mien, il n'en a pas. Alors il faut que je reste amie avec eux pour qu'on arrive à vivre décemment. Eh ben, j'étais deux, trois fois au début quand même, oui. Mais là, tu étais assis en rang par terre, et puis tu chantais, tu apprenais les chants allemands, tu sais, Deutschland über alles, et puis tout. C'était pas méchant, hein. Et puis ils racontaient des histoires. Ils étaient calés pour raconter des contes. Tous les contes de Schneewittchen, tout ça, j'ai appris chez eux là, les 2, 3 fois que j'étais là. Mais il n'y avait rien de fanatique ou de politique. C'était juste un rassemblement de la jeunesse. Mais il paraît que après, par la suite, ils ont été endoctrinés. On leur a raconté la vie de Hitler. On avait des cartes et il y avait, mais je ne sais même pas où on est allé, il y avait un magasin qui distribuait. Après, il y a le boulanger Bach. Je t'ai déjà dit, mon père, on était bien avec le boulanger Bach. J'allais chercher du beurre, des œufs, et des fois mon père, il travaillait aussi pour eux, mais gratuitement, hein, il n'a pas payé. Il lui a donné des œufs ou du beurre, mais il a fallu quand même qu'on paye. Ils étaient pauvres, les paysans. Et c'était tout à fait normal que mon père paye. Injuste. On disait Hamstern en allemand. Hamstern, ça veut dire faire des provisions en allemand. Comme les bêtes, les hamsters, ils vont hamstern leur nourriture. Ben, on est allé hamstern. C'était sans ticket, tu l'as eu comme ça. Les Allemands, ils étaient compréhensifs parce que ça, c'était à cause d'un locataire. Et c'était des familles pauvres, mais elle avait une schnoss, elle était effrontée comme tout. Alors quand elle a dénoncé mon père, et mon père a été convoqué en mairie, déjà avant-guerre, elle travaillait à Usinor, elle avait déjà des pantalons, et à l'époque c'était rare, une femme en pantalon. Elle a dénoncé mon père, elle a dit qu'il était avare, qu'il demandait trop de loyer. Alors l'Allemand, il l'a reçu. Ma mère et moi, je t'ai dit, on a prié, on a eu peur, on a dit il va être déporté, mon père, parce qu'elle, elle était plus allemande que les Allemands après, tout en étant italienne. Tu vois, c'était... Il y a des gens comme ça. Hein. Alors l'Allemand, il a dit, eh ben, moi je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas, mais on va quand même contrôler le prix de votre loyer et votre logement. Alors ils sont venus
Moi, j'ai rigolé après. Ils sont venus, ils ont inspecté tout le logement, ont demandé les quittances de loyer et ils ont dit à la bonne dame qui a accusé mon père, mais vous ne méritez pas un logement pareil, c'est sous-payé ce que vous faites, vous allez sortir tout de suite. Elle a été mise à la porte. Après, elle a atterri dans la maison rue de la Culture, là, tu sais, où il y a tous les locataires là-dedans. Mais c'était la maison des pauvres, il n'y avait que des pauvres là-dedans, des cas sociaux, quoi. Et elle a été expulsée, il a fallu qu'elle aille là. Et là, il y a eu un Allemand. Il avait un ami, mais un qui était sellier comme lui. Il était, moi je l'ai bien connu, moi je ne pensais pas qu'il était comme ça. Et après la guerre, on a su qu'il a travaillé contre mon père et il a dit des choses contre lui. J'aurais jamais cru qu'il le ferait. Mais mon père n'a pas subi, c'est pas aller plus loin, tu vois. On lui a dit après la guerre, à mon père. Tu sais, mon père, les Elsassiens, il parlait beaucoup. Mais il a jamais, quand il a attaqué les Allemands, il a jamais dit, comme le père de Claude Thuillier. Lui, il a dit carrément, votre politique, elle est mauvaise, elle est punissable, c'est pas comme ça qu'on traite les hommes. Mon père, il tournait toujours autour. Il a dit ça c'est pas normal, ça c'est pas poli pour commencer. Et puis on traite pas les gens comme ça, tu vois. Il détournait, mais le but était le même, seulement d'une autre manière. Je sais qu'il avait tout le temps des histoires, mon père, enfin des histoires qu'on a tremblé tout le temps. Mais c'est jamais aller plus loin, tu vois. Il avait une fois une fichue histoire, ça je me rappelle aussi. Et puis là, ma mère, elle est allée voir le cousin. Il travaillait à la justice à Thionville. Il a dit, moi j'arrangerai ça. Et lui, il n'était pas nazi du tout, mais il est arrivé à aplanir les choses. Alors combien de fois, quand ma mère, elle disait, mais tais-toi donc une bonne fois. Mais lui, il était comme moi. Hein. Moi, En février 1943, sur son lieu de travail, Marius Thuillier discute pendant sa pause avec un collègue. Goguenard, il lance « Si j'avais un MG et Hitler, Göring, Goebbels et toute la bande nationale socialiste devant moi, la guerre serait finie demain. » 10 minutes plus tard, il est arrêté, donné par un collègue. Il est jugé par le tribunal exceptionnel de Koblenz et condamné à 10 mois d'internement. Ni lui ni sa famille ne sauront dans quel camp. On pense au camp de concentration d'Insert, près de Trèves. À peine nourri pendant sa détention, il reviendra chez lui extrêmement marqué. En août 1942, l'Allemagne durcit sa politique en octroyant d'office la nationalité allemande à toute la population des territoires annexés. Le service militaire devient obligatoire pour les jeunes Mosellans et Alsaciens. Les jeunes hommes des classes 1924 à 1926, soit 30 000 Mosellans et 100 000 Alsaciens, seront incorporés principalement dans la Waffen-SS et envoyés sur le front de l'Est. Ces jeunes hommes constitueront les malgré nous au destin tragique. Eyüt n'est pas épargné. Les avions ne faisaient que transiter ici. Tout dans le lit, dans la fenêtre et volets fermés, toutes les nuits tu entendais les... Et la maison elle tremblait. Hein. Et il n'y avait pas d'attaque de répondants et on n'a pas compris pourquoi ils ne réagissent pas. Mais ils se sont sentis en infériorité, d'après moi, les Allemands. Et là, dans les grandes villes, quand ils ont bombardé les grandes villes, là, il y a eu la défense allemande. Elle les a combattus à ce moment-là. Mais le résultat, c'était l'anéantissement de la ville. Tout s'est concentré sur les gros points surtout sur la Sarre et sur la Ruhr. Et je ne sais pas, c'est venu tranquillement comme ça, pas d'un coup, tu vois. Mais tu remarquais que c'était puissant parce que l'air était rempli de vrombissements. Hein, Mais nous, on n'était pas franchement inquiétés. On a seulement été inquiétés plus tard quand ici, ils ont commencé à attaquer.
La préfecture, c'était la Kommandantur. Il y avait un Allemand qui était chef là. Moi, j'ai travaillé, mon patron, c'était un Allemand. Il a perdu son bras pendant la guerre. J'ai été donc choisie par son chef, à lui, qui est venu à l'école où moi j'étais, à l'école commerciale. On était les seuls à être choisis pour travailler là. C'était une promotion en quelque sorte. Et ils m'ont embauché comme sténodactylo. Ma mère a dû me présenter et elle a parlé pour moi et lui il a dit Nein, lassen Sie das Fräulein sprechen. Alors lui il m'a posé des questions parce que ma mère elle voulait m'aider. Ben, j'avais 15 ans. Et bon, après j'ai commencé à travailler chez lui et lui il a dit Fräuleinchen, qui disait toujours Fräuleinchen Diktat. Alors je prenais la dictée en sténo et après je traduisais de la sténo, je faisais la lettre. Sténo, Schreibmaschine. Alors sténo, j'avais mon bloc. Alors, je prenais en sténo la dictée qui me... Et un jour, il vient, il dit rien, et puis il me dicte une lettre, mais il fallait surveiller un tel. Enfin, ils ont étudié la population, quoi. Et puis alors, il me dit combien de temps que j'ai besoin pour écrire la lettre. Et j'ai dit, mais je l'ai écrite. Il m'a regardé, moi je l'avais écrit tout de suite, comme lui il a dicté, j'ai écrit. Alors il a dit à sa femme, je l'ai entendu, je sais pas si, non, il a sûrement pas entendu. Il a dit à sa fille, pourquoi que tu peux pas être comme elle, comme moi? Et puis elle a haussé les épaules, elle a dit, tout le monde n'est pas pareil. Et il y avait donc la maison là, le parc Wilson et les fortifications à côté. Et quand il y avait l'alerte, on allait dans les fortifications à l'abri, quoi. Et puis il y avait toujours une sentinelle avant qu'on rentre. Et puis je les voyais voler, je les entendais, je crois que je te l'ai déjà raconté. Alors le soldat là, il est venu, na Fräuleinchen, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi je ne suis pas tranquille, ils bombardent, moi j'ai peur. Oh, machen Sie sich doch keine Gedanken. Ils sont en train de combattre au Flughafen de Bastus, de Niederjeutz. Ça ne nous concerne pas. Eh bien, j'ai dit, si, moi j'habite là-bas. Ah, qu'il a dit là, c'est autre chose. Oh, mais vous en faites pas. Mais bien, c'était la surprise. Moi, j'ai travaillé tout le mois d'août. Et le mois de septembre, j'aurais dû aller au travail. J'allais en bicyclette, traverser le pont. Arrivé au pont, on m'a dit, c'est pas la peine, les Américains sont pas loin, c'est pas la peine de passer le pont, ils vont être là dans la matinée. En fait, ils n'étaient pas là dans la matinée. Ça a quand même duré un mois. Persuadés que les Américains allaient arriver le lendemain après la chute de Verdun, le 26 août, tous les Allemands de Thionville, soldats, administratifs ou simples habitants, quittent la ville dans la panique la nuit du 31 août. Un détachement d'une trentaine de soldats américains arrive dans l'après-midi du 1er septembre. Ils essuient des tirs allemands depuis l'autre rive de la Moselle et se replient vers Hayange. L'état-major allemand renvoie des soldats à Thionville avec l'ordre de résister jusqu'au bout. Les Allemands sont mis dehors le 12 septembre. Ils se replient sur la rive droite en faisant sauter le pont de la Moselle. Au début septembre. Et là, ils ont commencé à reculer, les Allemands, à pied, hein, parce qu'il n'y avait plus... Et mon père était chez Tuilier, là, au coin. Et il y en avait un qui a commencé, il a râlé, il disait en allemand, si vous nous aviez aidés, nous, on n'en serait pas là. Et mon père, il lui a dit, mais là, l'état dans lequel vous êtes, c'est vous qui l'avez cherché. On ne vous l'a pas imposé, on ne vous a pas appelé.
Et puis c'est là qu'il a eu, comment ça, et puis il a mis hors joue. Puis alors il y avait du monde autour et des soldats allemands qui ont dit à l'autre, tu vas pas faire le camp maintenant à la fin, de toute manière c'est perdu, allez vas-y. Et il y avait 3 hommes et moi. 3 hommes d'un certain âge. Il y avait un monsieur d'un certain âge, maigre. Après la guerre, j'ai entendu que c'était un résistant, un espion. Il a tout transmis aux Américains ce qui se passait. François Dupont, maire de Yutz de 1949 à 1976, ou bien Pierre Chaune, s'engagèrent dans la résistance pendant l'annexion. Mais l'acte de résistance le plus célèbre est le fait des sœurs Odette et Margot Gabardo. Elles partirent effectuer une mission d'espionnage derrière les lignes allemandes en se faisant passer pour les épouses de 2 officiers du renseignement. Elles seules parlaient le platte et pouvaient faire croire aux Allemands qu'ils étaient des gens du coin. Leur exploit prit le nom de Mission Loreley. Les informations transmises par radio furent très précieuses aux Alliés bloqués sur la rive gauche de la Moselle durant la bataille de Metz. Et je ne sais plus le grand chef américain, Patton, ouais. Il en voulait aussi parce qu'il n'arrivait pas, le renfort ne venait pas. Et c'est ça qui les a bloqués et c'est ça qui a permis aux Allemands de se ressaisir. Et quand ça commençait à bombarder un peu plus fréquemment, voilà, on a dit on ne peut plus rester, on était la cible ici. Devant l'avancée inexorable des Alliés, les Allemands décident de transformer Metz en place forte. Les forteresses entourant Metz sont réarmées, l'état-major avait conservé les tables de tir de 1918 utiles à l'artillerie et des défenses anti-chars sont construites depuis le mois d'août. Un front se crée le long de la Moselle, séparant les Alliés à l'ouest sur la rive gauche, des Allemands à l'est sur la rive droite. Yutz est rive droite avec les Allemands. L'objectif était de retarder suffisamment les troupes du général Patton pour avoir le temps de se replier sur la ligne Siegfried derrière la frontière. Objectif atteint car les Américains étaient encore en train de se battre dans le secteur fin novembre. Eux, ils se sont trompés aussi, les Américains. Alors ils ont dû faire ça doucement, doucement. Et nous, on pensait rester ici jusque l'armée serait passée par-dessus. Mais malheureusement, les Allemands, ils ont essayé à se regrouper et ils n'ont pas fait la vie facile, ils ont riposté, quoi. Alors, les Américains étaient stagnés de l'autre côté de la Moselle parce qu'ils n'ont pas été ravitaillés en munitions. Non, on ne pouvait pas rester dans la maison. Il y avait toute la journée des obus qui volaient. Alors ça volait dans la cour, ça explosait dans la cour. C'était dans la cuisine, ça pouvait exploser dans la cuisine. On a préféré se mettre à la... Il n'y avait personne dans la journée à Yutz, tout le monde était sous-sol. Les Allemands avaient évacué la population. Il y a des gens récalcitrants comme nous qui sont restés et les Américains n'étaient pas censés savoir qu'il y avait du public ici. Ils croyaient que c'était l'armée qui essayait de se défendre ici. Eh bien là, on a été mis dehors par les militaires. Il y avait un militaire devant la porte. Devant chaque porte, il y avait un militaire avec un fusil. Dans 1 heure, vous devez être sortis. Et ils attendaient qu'on sorte. Et ils nous ont emmenés, je t'ai dit, jusqu'à la rue Nationale. Et là, il y a eu alerte aux bombardiers. Et c'est l'armée allemande qui a foutu le camp, qui est allée se mettre à l'abri. Et nous, on a utilisé ce temps-là pour venir ici parce qu'on avait la clé. Et là, on était clandestinement là en bas parce qu'on aurait dû sortir, quoi. Il y avait des locataires qui habitaient en haut et qui sont partis à Stukange et qui ont donné leurs clés au Kirchenbrand. Ils ont dit venez ici. Et les Kirchenbrand, ils ont dit oui, la maison est solide. Et les Kirchenbrand habitaient dans le Kitsack. C'était pas très loin, ils étaient près de chez eux. Alors, entre jour et nuit, ils allaient chez eux, ils avaient des lapins, ils avaient des poules chez eux. Oui, on était... Mais on avait les champs de pommes de terre, le jardin, tout était cultivé.
Et le parrain, mon père, et ceux qui étaient dans la cave ici, il y avait encore 2 hommes. Les Kischenbrand et qui encore. Ben, ils étaient plusieurs hommes. Alors, à la levée du jour, ils sont tous partis avec pioche, ils sont allés sortir les pommes de terre récoltées. On avait de quoi manger. Il y avait des champs tout autour. Et, il y avait de quoi. Et après, ils ont dit non, les bombardements se sont multipliés. C'est pas la peine qu'on reste. On peut plus aller récolter. Parce qu'ils ont bien remarqué avec le temps que les gens, que ça bougeait le matin. On n'a pas compris. On a dit c'est pas possible. La journée, on ne s'est pas montré. C'était le calme plat. Et comment ça se fait que la nuit, on est bombardé? Alors une nuit, moi je n'étais pas avec, mais mon père est sorti, il a dit viens voir. La nuit, il n'y avait pas de clair de lune, mais elle était claire la nuit. Et tu voyais la fumée monter de la cheminée. Et là, ils ont dit, il n'y a plus de population, ça c'est un nid d'Allemands. Et puis, qui était encore là? Ici, dans la rue, il n'y avait plus personne. Alors, on a dit, on ne peut plus rester. Ils nous ont repérés. Ils ne vont pas arrêter de bombarder jusque... Parce que la maison sur notre terrain, là, sur le même champ, elle était rasée. Hein, il n'y avait plus rien. Ben, on aurait dû aller où? En France, on ne pouvait pas. La France, parce que les Américains venaient de la France. Mon père, il a dit en Allemagne, je ne vais pas. Alors, on s'est caché à la campagne. Et nous on est partis avec la charrette que tu tires, tu sais, comment on dit? Char à bras, oui. Mais on avait nos affaires sur la charrette, à pied. 30 kilomètres, il pleuvait. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de bombardements. Papa, il avait des copains qui travaillaient aux ateliers en 40 avec lui, mais qui étaient rentrés en 44. Et quand ils nous ont vus arriver dans le patelin, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Viens, tu peux passer la nuit dans la grange chez nous. Il n'y avait pas de lit, hein, il y avait dans le foin, quoi. Il y avait des soldats qui ont mis les bouts et qui se sont joints à nous parce qu'il y avait des patrouilles américaines aviation, mais ce n'étaient pas des bombardiers, c'était des chasseurs, quoi. Ils nous survolaient. Et mon père disait, on va prendre des chemins où il n'y a pas d'armée. Et l'armée allemande, elle a remarqué que la stratégie, quoi, qu'ils ne nous attaquaient pas, les Américains. Mais là où il y avait de l'armée, ils commençaient à mitrailler. On a été mitraillés combien de fois? À cause des Allemands qui se sont mélangés à nous, dans la forêt de... C'était avec toi que j'étais à Chemry, que je t'ai dit là, on est carrément rentré dans la forêt. Et moi j'avais la trouille. Je me vois toujours, j'étais agenouillée par terre, j'avais les oreilles fermées, je voyais les chasseurs américains nous survoler les arbres. Je voyais qu'il y avait des noirs dans les cabines et que ça mitraillait. Comme si c'était par un arrosoir, il y avait toutes les couleurs qui sortaient. Je me dis, on ne va pas survivre. Il y avait des soldats allemands autour de nous, dans la forêt. Mais on a eu une chance, on n'a pas été atteint. Et c'est un Allemand qui s'est mis en travers, qui l'a freiné. Autrement, il aurait culbuté la côte de Kédoche et il se serait tué. Mais c'est le militaire allemand, un vieil, il avait déjà la cinquantaine bien, il s'est mis en travers, ils sont tombés tous les deux, mais la chute était freinée, tu vois. Autrement, la charrette, elle serait tombée sur mon père, elle l'aurait tué net. Et puis, on a quand même mis une semaine, je crois, jusqu'on est arrivé avant Freistroff. Et là, on était dans une grange aussi. On était tout le temps dans la grange. C'était entre Freistroff et Bouzonville. Le nom exact, c'était Dida. Et la Nier, elle coulait tout de suite derrière, à côté de nous.
On ne savait pas qu'on irait là, on est parti comme ça, à l'aventure. Hein. Avant Bouzanville, près de Freistroff, il n'y avait pas de cave. Hein. Personne n'avait une cave. Chez un couple qui n'avait pas beaucoup de... C'était des ambulants, ils vendaient des bonbons au marché. Ils n'avaient pas beaucoup de mobilier, c'était pauvre, minable. Ben, quand on sentait que ça allait commencer à tirailler, tout le monde allait sous les meules de foie ou sous les meules, il n'y avait aucune protection. Puis on a vécu comme ça et on voyait les obus allemands partir à Remmelfangen, de l'autre côté de la... Qu'est-ce qu'il y a là-bas, la Nier ou la Sarre, je ne sais plus. Et tu voyais les Allemands riposter de ce côté-là. Mais tu ne voyais pas de militaires. Hein. Ils faisaient ça. Ah, bien sûr que tu l'entendais. Zzzz, que ça faisait. Mais donc, dans le patelin où on était, il n'y avait pas d'église. Et le dimanche, on allait à Freistroff à l'église. Et ça faisait bien 2 kilomètres à travers champs. Et comme la messe était le matin, c'était relativement tranquille. Alors quand on y allait, ça a été, mais au retour, il fallait faire gaffe. Et on a entendu des obus à droite et à gauche. On les voyait passer, mais il n'y a jamais eu d'impact. Une fois, on est arrivé à Freistroff pour la messe de 10 heures, mais là, les Américains avaient déjà essayé de passer la Nier et ils ne sont pas arrivés. Il y avait l'église de Freistroff est sur une côte et tout en bas de la côte, il y avait des cadavres d'Américains. C'était lugubre. Alors j'ai encore dit après à ma mère, mais on n'aurait pas eu besoin d'aller à la messe. Mais il y avait pas de son de cloche, il n'y avait rien. Mais on savait qu'il y avait une messe. Les gens, ils allaient à la messe. Les Küchenbrand, ils ont arrêté à Kédange. Ils sont allés à pied avec nous. Si tu vas de la rue de la Culture droit sur la Moselle, avant le chemin de fer, il y avait une grande ferme à gauche. Et c'était la ferme des Grosses. Et eux, ils avaient encore cheval et charrette, quoi. Et les gens, comme les paysans, ils ont pris le cheval et la charrette, et ils ont pris d'autres gens avec, et ils sont partis à pied. Tu voyais la route sur la côte. Et quand les paysans, ils sont avec le cheval et avec la charrette montés sur la côte, les Américains les ont vus, ils les ont bombardés, et un fils a été tué, un fils gros. Madame Divot, son mari, a écrit ce que lui, il a vécu dans un patelin. Je ne sais pas si c'était Evendorf, mais c'était un patelin. Mais c'était horrible. Moi, je ne savais pas qu'ils ont vécu ça dans les patelins. Moi, je croyais qu'ils étaient tranquilles dans les patelins. Que là-bas, on n'avait plus à manger, on ne pouvait pas aller au champ. Et on n'a jamais eu faim. Les paysans nous ont bien aidés. Parce que mon père qui faisait les matelas, il avait du travail là-bas. Il a dû faire les matelas à tout le monde. Et on avait du beurre, des œufs, et on avait un peu de farine en arrivée. Mais mon père a dit, moi je ne reste pas, on rentre chez nous aussi vite que possible. On avait hâte de rentrer à la maison. Quand on est rentré à la maison, rue de la Culture, la porte était fermée à clé, mais toutes les fenêtres, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de volets. Et il y avait des grandes marques de tanks devant les fenêtres. Alors les militaires sont rentrés des tanks, ils sont rentrés dans l'appartement. On voyait des couvertures, on avait plein de mobilier qui n'était pas à nous. Alors quand on est rentré, on a dit aux gens de la rue, si vous manque quelque chose, venez voir, c'est peut-être chez nous. Mais on a vu les traces. Et le plus marrant de tout, on avait des lapins, et moi je donnais toujours un nom aux lapins, je les apprivoisais. Et les lapins couraient encore dans le jardin derrière. Ils ne les ont pas tous attrapés. Il y en avait qui ont survécu.
On a dit que les Américains allaient revenir, qu'ils allaient reconquérir, qu'on devrait repartir, parce qu'il y avait la grande Rundstedt-offensive en Allemagne. Là, il y a eu un chamboulement horrible. Là, mon père a dit, mais maintenant, je ne saurais même plus où aller. On ne peut pas aller en France, et en Allemagne, on ne peut pas aller. On est resté, ben, ça a passé par-dessus, c'était plutôt de l'autre côté. Là, le Luxembourg a beaucoup souffert la fois là. Rundstedt, c'était un général allemand, je crois, von Rundstedt, oui, un commandant allemand, parce que les Allemands, ils étaient têtus quand ils étaient capables de faire des sacrifices énormes pour arriver à leur but. Ça, les Français, ils n'avaient pas cet esprit patriotique-là aussi développé que les Allemands. C'était pas vraiment, si c'était patriotique, parce que les Allemands se croyaient supérieurs à toute l'Europe, à toutes les races, et chez eux, c'est pas possible qu'ils aient une défaite. C'était pas croyable, c'était pas possible. C'était dans leur mental, parce qu'eux croyaient qu'ils pouvaient conquérir. Rien que par le fait de leur armée qui était impeccable avec des défilés impeccables. Tu vois aucune armée qui a défilé comme l'armée allemande, vraiment formidable. Alors pour eux, c'était exclu qu'ils perdent la guerre. Mais elle était dure, ils étaient absolument certains qu'ils allaient en venir à bout. Pour eux, c'était pas possible de perdre. Ouais. Mais le froid était encore moyen, ça a été. Puis après, bon, après il y a eu l'épuration, je n'ai pas marrant non plus. C'est-à-dire, c'était quoi? Ben parce que les gens qui étaient pro-allemands, il y a toujours des gens pour et des gens contre. Et ceux qui étaient, donc, qui ont subi, eh ben, ils se sont vengés. Des autres, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient rien, qui étaient pauvres et qui se sont dit allemands, et d'un coup ils avaient tout ce que tu voulais, ils avaient des appartements, ils avaient tout. Ben, ceux-là étaient obligés de partir après. Moi j'ai vu la villa dans la rue de la Culture, là en face de chez Le Fort. Je ne sais plus qui était là-dedans. Il y avait des Allemands, je crois, qui étaient là-dedans. Tout était ouvert, tout était foutu dehors. Ils ont pas pu emporter tout ce qu'il y avait là-dedans. Ben, c'était jeté à la rue. Hein. Oh, ben, il y en a aussi qui ont passé entre les fils. Le pire, c'était des gens d'ici qui ont dénoncé les gens. Mon père a été dénoncé par une locataire une fois, et par un de la rue aussi, 2 fois. Et les Allemands, ils ont pas tenu compte. À la commune, il fallait se déclarer pour avoir des cartes d'alimentation. Et je crois que là, il y a eu un problème aussi, parce que ceux qu'on savait qui étaient des traîtres, mais il y avait un défilé. Mais là aussi, on défilait, les traîtres ont défilé avec les autres. Ça, c'était aussi... Alors, il y a des gens qui ont dit, nous, on n'y va pas, on ne prend pas part, parce qu'on ne va pas avec ceux-là. C'est les gens d'ici qui t'ont trahi et qui t'ont vendu. Ça, c'était les pires. Les Allemands, ils ne te connaissaient pas, ils ne pouvaient pas dire grand-chose. C'était quand tu as été vendu par eux, qu'eux intervenaient. Puis je sais que quelques années après, on disait encore celui-là, il était collabo, mais personne n'a rien fait, tu vois. Ils ont baissé la tête, mettant une dizaine d'années, après ils l'ont remonté. Hein. Puis il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de l'intérieur, qui étaient expulsés, qui sont revenus chez eux, qui ont essayé de faire un procès. J'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans.
Ma mère m'a mis à apprendre la couture dans la rue de la Culture et j'avais pas envie. Là, je me suis énervée, fâchée aussi. Moi, on avait des bicyclettes, les bicyclettes ont été volées. Alors, mon père a demandé un bon pour un vélo et on a eu un vélo. Et moi, j'allais travailler à la couture là où j'étais pas sous contrat. J'ai pas voulu être sous contrat. J'ai dit à ma mère, je te fais plaisir, je vais apprendre la couture, juste le temps que je ne peux pas aller à Thionville. Mais quand je pourrais aller à Thionville, j'irai à Thionville à l'école, je ne resterai pas ici. Elle était d'accord. Et comme c'était dans la rue Jean Jaurès, moi j'ai pris le vélo. Et dans la journée, l'autre, elle a pris mon vélo, ma chef, hein, puis elle est allée s'approvisionner en œufs, en beurre, on les parlait. Mais moi, j'ai arrêté chez elle. J'ai dit, moi, je ne me laisse plus faire. Il fallait travailler jusqu'à 7 heures du soir. Et de 7 à 8 heures, c'est toi qui devais ramener aux gens qui faisaient coudre. Par exemple, tu as fait faire un manteau, ils te ramenaient le manteau à domicile. Mais c'était après les heures, donc c'était de 7 à 8 heures. Oui, mais quand il y avait une course à faire, c'est moi qui devais la faire. En surfilet encore à la main, ça prenait du temps et elle m'a exploitée. J'ai dit, moi, je ne retourne plus, hein. Bah, après, j'étais à la maison et puis j'ai continué avec mademoiselle Birkenstock. Elle m'a donné du travail occasionnellement au service social parce que je ne pouvais pas travailler à cause de ma maman. Je t'ai bien dit, je ne pouvais pas avoir travaillé régulièrement, quoi. Quand elle n'était pas bien, ça allait pas. Et quand bon, je ne me plains pas, c'était bien, j'ai fait de la connaissance de beaucoup de monde. J'avais toujours du travail, occasionnellement, mais j'ai toujours été rétribuée, j'ai toujours été payée. Mais alors que celle-là, puis elle était bonne chrétienne, elle allait tout le temps à la messe. Les deux qui ont travaillé là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle a dit. Oh, elle n'était pas contente que tu as quitté. Ben, je comprends, elle n'avait plus de vélo. Ils disent que les Français ne pensent qu'à leur ventre, qu'à manger et à se réjouir, alors que les Allemands, ils ont quand même de l'ordre et de la discipline, quoi. C'est vrai, ils ont raison quand ils disent que les Français, ils ont tout laissé courir. Les Allemands, ils ont toujours tout mis en ordre. Eux, ils voulaient de l'ordre bien, mais les Français, ça, c'était aussi une Allemande. Les Allemandes se sont distingués, ils n'étaient pas habillés comme nous. Ils avaient déjà des couleurs criardes, des tricots, tu les as reconnus à 1 kilomètre.